Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je vais juste un tout petit peu compléter la présentation parce que je pense qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Thérèse, j'ai 30 ans, je travaille à Paris dans le domaine de la communication et du marketing. Donc je ne suis pas du tout spécialiste de mode ni styliste, enfin je ne travaille pas dans ce domaine-là. Et si je suis là ce soir, c'est parce que c'est un sujet qui m'intéresse en fait personnellement, sur lequel j'ai fait des recherches. Voilà, surtout, voilà, on va dire personnel, c'est plus une passion qu'un travail. Et j'ai créé donc un blog qui s'appelle Femmes à part il y a 2 ans et demi maintenant, pour répondre à une demande, notamment sur nos paroisses. Je voyais pas mal de jeunes filles qui avaient un petit peu de mal à se situer sur ce sujet-là, sur le sujet vestimentaire. Alors, soit des jeunes convertis, par exemple, qui savaient qu'il y avait certaines règles à respecter, qui voyaient bien que ça correspondait peut-être pas à la façon dont elles s'habillaient jusqu'à présent, ou alors des femmes qui ont beaucoup de bonnes idées sur la modestie, mais qui ne savent pas trop les mettre en pratique, ou même de façon générale des personnes qui ne sont pas forcément catholiques, mais qui n'ont pas trop, des jeunes filles qui n'ont pas confiance en elles, ou qui ne savent pas trop on va dire comment faire pour s'habiller, être élégante et être jolie. Et donc j'ai créé ce blog pour donner à la fois des conseils, partager mes connaissances, à la fois sur le fond et sur la forme. Donc sur la forme, vraiment par rapport au style, à la mode, aux morphologies, à la silhouette, la façon dont on s'habille, etc. Et le fond, un peu plus sur la féminité, la vocation de la femme. Je parle aussi parfois de féminisme, l'âme de la femme, la place de la femme dans la société, etc. Parce que pour moi, vraiment, justement, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis aperçue qu'on ne peut pas parler que de la forme ou de l'aspect extérieur, et qu'il faut évidemment aussi parler du fond. Les deux ne peuvent pas être dissociés. Et d'ailleurs, vous le verrez au cours de cette conférence, que vraiment l'un et l'autre ont un impact mutuel qui est vraiment important. Donc l'objectif vraiment de cette conférence, c'est d'essayer de vous sensibiliser, on va dire, et de montrer déjà pourquoi il faut être modeste et comment on peut être modeste tout en restant élégante. En France, on a pas mal de retard sur ce sujet. Aux États-Unis, il y a des marques complètement dédiées, par exemple, à la modestie. Alors, généralement, ce n'est pas des catholiques, c'est plutôt des évangélistes ou des juifs orthodoxes qui ont vraiment des marques de vêtements. Enfin, c'est pas anecdotique, il y en a vraiment beaucoup qui sont vraiment dédiés à ça, qui ne proposent que des jupes, que des robes qui sont décentes, qui ne sont pas moulantes, qui descendent aux genoux, qui proposent même aussi parfois des habits de sport adaptés avec des espèces de jupettes, etc., pour permettre de rester modeste dans toutes les situations. Et je pense qu'il y a vraiment... Et les Américaines qui suivent ces modes sont vraiment, on va dire... Bon, ça c'est peut-être propre aussi à leur pays et à leurs habitudes, mais elles sont vraiment décomplexées. C'est quelque chose qui ne choque pas du tout de voir une fille dans la rue qui suit ce genre de mode. Et moi, par exemple, j'ai une collègue qui a vécu beaucoup aux États-Unis, et quand je lui ai présenté ce projet... Elle ne le voit pas du tout avec les yeux de la France. Elle ne s'est pas du tout dit oh, qu'est-ce que c'est ça, ça va intéresser personne. Justement, elle savait qu'il y avait entre guillemets un marché et qu'il y a des gens qui sont en demande. Et donc même si, comme M. l'abbé l'a dit, ça s'adresse plutôt aux femmes, mais je pense qu'il y a aussi des choses qui peuvent être prises pour les hommes et qui sont valables un petit peu pour tout le monde, je pense. Alors pour que vous voyez un petit peu... Ah oui, ça c'est une citation que j'aime beaucoup et que je vous ai mise pour commencer parce que je trouve qu'elle représente bien un peu, on va dire, la façon dont j'aime présenter ce sujet, qui est une façon à la fois très équilibrée, qui part vraiment de choses du bon sens, et à la fois très positive, on va dire. Parce qu'on a tendance, quand on entend parler de modestie, à se dire, bon allez, une conférence sur la modestie, ça va parler de centimètres, ça va parler de règles, ça va parler de chevilles, ça va être très presque religieux, etc. Alors que non, on peut vraiment vivre la modestie d'une façon positive et très épanouissante aussi. Et c'est vraiment une question on va dire, de bon sens et d'équilibre. Et alors, dans une première partie, je vais quand même parler un petit peu on va quand même parler de certaines, un peu du fond, on va dire, de certaines règles, etc., parce qu'il faut quand même passer par là, notamment sur le pourquoi, déjà parce que nos habits sont un témoignage,
Ensuite, on parlera aussi de l'importance du beau et de l'importance de la modestie, donc avec le symbole du voile. Et dans une deuxième partie, on parlera de choses beaucoup plus concrètes, sur vraiment comment être modeste et décente au quotidien. Notamment, je vous expliquerai pourquoi j'ai appelé mon blog Femme à part. On parlera vraiment d'applications concrètes, donc on a aussi rapporté pas mal de livres, de livrets, etc. Et voir un petit peu dans le futur ce qui peut se passer avant de conclure. Donc, pour commencer, je voulais un peu vous parler du pourquoi, de la modestie et de la décence. Parce qu'à mes yeux, quand on comprend pourquoi on fait les choses, c'est beaucoup plus facile de les appliquer. Je vous parlerai un petit peu plus tard de mon parcours plus personnel. Mais c'est vrai qu'au début, quand on m'a parlé modestie, on assène un peu des principes comme ça. La modestie, la décence, attention aux jupes, à la longueur, etc. Et on n'a pas forcément l'explication, ou alors c'est pas forcément convaincant, ou en tout cas ça donne pas forcément envie, on va dire, de s'y mettre. Et quand on comprend l'importance des choses, je trouve que ça aide vraiment à le pratiquer plus facilement et à persévérer dans les efforts, parce qu'on a le sens de ce qu'on fait et on ne va pas se laisser influencer par le monde, parce qu'on sait que, tout simplement, on sait qu'on a raison, on sait qu'on est dans la vérité, et quel que soit le monde qui nous entoure, ça va nous aider à persévérer. Et notamment, en tout premier, pourquoi la décence ? Tout d'abord parce que ça sera un témoignage. Donc on dit souvent l'habit ne fait pas le moine. Et vraiment, c'est une expression que j'aime pas du tout, parce que je trouve qu'au contraire, l'habit fait vraiment très souvent le moine, dans le sens où les habits vont vraiment un peu refléter qui nous sommes, nos valeurs, notre personnalité, et notamment, c'est très facile de le voir, par exemple, quand on a un entretien d'embauche, on va forcément faire attention à la manière dont on s'habille, normalement, quel que soit le domaine, je pense d'ailleurs, parce qu'on sait qu'à travers nos vêtements, notre potentiel futur employeur va déjà pouvoir juger pas mal de choses sur nous. Donc en fonction de comment on va s'habiller, homme ou femme d'ailleurs, l'employeur il va savoir, alors est-ce qu'on est original, est-ce qu'on est plutôt timide, est-ce qu'on est extraverti, est-ce qu'on est sûr de nous, est-ce qu'on est... il va déjà pouvoir cerner un petit peu notre personnalité à travers nos vêtements, donc ça prouve bien que les vêtements ont vraiment un symbole, une signification, un impact, et ils en disent beaucoup sur ce que nous sommes. Et d'ailleurs, quand une femme est devant son placard et qu'elle dit « j'ai plus rien à mettre », alors que objectivement son placard est rempli de plein de choses, c'est tout simplement qu'au moment où elle doit s'habiller, par exemple mardi 12 février 2019, et malgré tout ce qu'elle voit dans son placard, il n'y a rien qui correspond en fait à son humeur du jour ou à l'image qu'elle a envie de renvoyer ce jour-là, etc. Et ça, c'est en plus vraiment spécialement important pour les femmes. On fait passer aussi beaucoup de choses. On est plus, on va dire, extraverti ou tourné en tout cas vers les autres. On a un peu besoin de leur approbation, de leur regard, etc. C'est important. Donc quand on dit qu'on n'a plus rien à se mettre, c'est tout simplement qu'en fait, il n'y a rien qui correspond à comment on se sent, à notre humeur, etc. Et donc je pense que vous serez d'accord avec ça, qu'on ne peut pas... dire quelque chose, faire son contraire et montrer quelque chose de différent. Donc si on est catholique, si on a certaines valeurs, si on est vertueux, etc., on ne peut pas juste le penser ou l'intérioriser, mais ne pas le montrer à l'extérieur. Et notre habit est un peu comme, on va dire, comme un uniforme. Donc de même que Monsieur l'abbé, a sa soutane et ça montre qu'il est prêtre, ou un gendarme, il a son uniforme, on voit qu'il est gendarme. Eh bien nous, on doit vraiment, en tant que catholique, on doit vraiment s'habiller en fonction de notre foi et de nos valeurs et de notre vocation à la sainteté. Qu'on soit homme ou femme, on est tous appelés à la sainteté. Donc on doit tous s'habiller comme des futurs saints, en fait, des saints en puissance. Et pour moi, si on veut être respecté, et ça, je pense que ça peut s'adresser à tout le monde, même des gens qui ne sont pas catholiques d'ailleurs, si on veut être respecté, il faut s'habiller de façon respectable. Et moi, j'avais ça c'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup marquée. J'avais une collègue qui me racontait un jour qu'elle était sur un trottoir devant un hôtel, je crois, où elle attendait que quelqu'un passe la chercher.
Donc bon, voilà, elle faisait un peu, elle attendait comme ça. Et il y a un homme qui s'est arrêté et qui, malheureusement, l'a prise pour une femme de mauvaise vie. Alors qu'évidemment, ce n'était pas du tout une femme de mauvaise vie. Et elle me racontait ça d'un air complètement catastrophé, mais elle n'a même pas remis en question un seul instant la façon dont elle s'est habillée. Et moi, je me dis, si on m'avait prise pour une femme de mauvaise vie, je me serais quand même peut-être dit, il y a peut-être quelque chose qui cloche dans mes vêtements. Et je sais pas, je me serais peut-être un peu vexée aussi. Mais donc tout ça pour vous dire, une petite histoire pour vous dire vraiment la façon dont on s'habille fait passer un message. Et on a beau dire, ah oui, c'est peut-être les gens qui ont l'esprit mal tourné, ou faut pas trop penser à ça, etc. Ou tiens, c'est la faute des hommes, etc. Non, en fait, c'est tout simplement que ce qu'on montre veut dire quelque chose, c'est un symbole, ça signifie une réalité. Et donc c'est à nous de montrer ce qu'on a envie de montrer et justement de belles valeurs et de belles choses. Il ne faut pas avoir peur d'avoir le courage de ses idées, de s'habiller de façon respectable. Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a un peu tendance à vouloir se fondre dans la masse et se dire oui, je vais me mettre en jean, en t-shirt comme tout le monde. Et en fait, non. Parce que si le monde va descend et prend une mauvaise tournure, c'est pas à nous on n'a pas à le suivre pour autant, en fait. Une deuxième raison, donc après le fait que ça soit un témoignage, une deuxième raison aussi de faire attention à sa décence, c'est l'importance du beau. Et donc ça rejoint un peu aussi le souci d'élégance dont parlait Monsieur l'abbé. Donc c'est pas juste être décente, c'est aussi être belle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la beauté nous parle de Dieu. Et c'est important d'avoir des choses, de porter des choses de goût, de porter des choses belles, de même qu'un beau paysage, par exemple, peut nous faire penser au bon Dieu ou un peu élever notre âme, élever notre prochain. Une femme, un homme aussi, mais peut-être plus une femme qui est bien habillée et qui se tient bien, peut pousser l'homme avec un grand H, enfin de façon générale, on va dire vers des choses plus élevées. On va dire pousser les gens à s'élever. Elle va être un peu comme un lien vers le ciel. Et d'ailleurs, souvent, on le voit très souvent pour les artistes, ce sont des femmes qui sont leurs muses, qui les inspirent, qui leur inspirent des peintures, des poèmes, etc., qui vraiment les tirent vers le haut et les poussent à être créatifs. Et également la beauté d'une femme, donc la beauté à la fois intérieure et extérieure, peut vraiment pousser un homme à bien se comporter, à bien se tenir et à être tiré vers le haut. Et ça, moi, je le vois notamment au travail, par exemple. Alors, je suis vraiment loin d'être parfaite, mais je pense que j'ai une façon de me tenir et de m'habiller qui fait qu'il y a des hommes qui vraiment osent dire des choses à des collègues qui n'oseraient jamais me dire à moi. Et parfois, il y en a qui se sont permis de me faire des petites remarques, d'ailleurs pas méchantes du tout, et sans même que j'ai besoin de réagir, rien qu'après me l'avoir dit, ils se sont rendus compte que moi, il fallait vraiment mieux pas me dire ça. Et ils se sont rendus compte d'eux-mêmes et ils se sont excusés que là, ils étaient allés trop loin, alors qu'avec d'autres femmes, ça ne les dérange pas. Alors donc je suppose que c'est peut-être ma façon de m'habiller ou de me tenir qui fait ça, mais ils sentent en tout cas qu'il y a peut-être une certaine barrière, qu'il y a des limites à pas dépasser, et ça a vraiment un impact, et en l'occurrence plutôt positif. Donc la beauté pour moi est vraiment, pour saint François de Sales aussi d'ailleurs, qui le dit dans le traité de l'amour de Dieu, Dieu par sa beauté attire notre entendement à le contempler, et par sa bonté il attire notre volonté à l'aimer. Donc c'est vraiment, on va dire, important. Pour moi, on n'a vraiment pas le droit de se négliger et pas le droit de se laisser aller. Alors, il y a peut-être... ça concerne, je pense, autant parfois les hommes que les femmes, mais vraiment, en tout cas pour les femmes, je trouve que c'est vraiment important de ne pas se négliger sous prétexte peut-être de modestie ou de décence. Je vais me mettre comme un sac à patates, je ne vais pas me coiffer, je vais rester un peu comme ça. Non, c'est vraiment important de prendre soin de soi, de bien présenter et d'être digne d'être appelé enfant de Dieu, tout simplement. Et comme je le disais tout à l'heure, et comme vous le voyez aussi dans les citations qui s'affichent, la beauté extérieure, évidemment, n'est rien sans la beauté intérieure. Je sais qu'il y a des gens qui parfois trouvent que les sujets que j'aborde sont un petit peu superficiels ou parlent peut-être trop de
voilà, de l'extérieur. Mais justement, j'essaie de trouver cet équilibre aussi en parlant de savoir-vivre, de vocation de la femme, de la Sainte Vierge qui est notre modèle, etc. Justement pour équilibrer, parce que si c'est juste d'une façon, on va dire, esthétique ou plastique, être beau, déjà souvent c'est des beautés qui sont assez fades finalement, ou vraiment vides. C'est une beauté qui n'a pas d'âme, et surtout ça sert vraiment à rien. Une beauté esthétique sans la beauté du cœur, ou même la bonté du cœur, ne vaut pas grand chose. Et il y a beaucoup de choses qui jouent aussi extérieurement, intérieurement. Il y a l'attitude, la façon dont on va parler, dont on va s'asseoir, si on est discrète, si on sait sourire, être aimable, etc. Montrer aussi être vertueuse, tout simplement. Être poli, être ponctuel, ne pas être tout le temps sur son téléphone. Bon, c'est un beau contre-exemple. Je suis entourée de mes téléphones et d'un ordinateur. Mais bon, de façon générale, voilà, faire un petit peu attention à toutes ces attitudes et toutes ces choses. Ça va aussi jouer, on va dire, sur la beauté de façon générale. C'est vraiment, on va dire, il faut avoir l'élégance du cœur et une beauté qui inspire le respect. Et c'est un ensemble, finalement, qui va donner une vraie beauté, qui a une beauté qui a un certain... qui a vraiment une âme, quoi, derrière. Et enfin, pour parler quand même de modestie en elle-même, je me suis un petit peu intéressée au sujet du voile, parce que dans la toute première conférence que j'ai donnée avec 3 autres jeunes filles il y a 1 an et demi maintenant, on était parti d'un livre de Gertrude von Lefort qui s'appelle La femme éternelle, et que d'ailleurs vous retrouverez sur la table si vous voulez le feuilleter après. Et Gertrude von Lefort parle de la femme dans son livre, et elle parle beaucoup, elle utilise la métaphore du voile pour parler notamment de la modestie, mais surtout elle dit que le voile est vraiment le symbole de la féminité et qu'il accompagne la femme dans toutes les étapes, à une certaine époque en tout cas, notamment le voile de la mariée, le voile de la religieuse, le voile de la mariée qui sert d'ailleurs parfois à faire le voile du berceau des bébés. Un peu le voile de l'accouchement aussi. C'est vraiment une métaphore qu'on peut retrouver un peu dans toutes les grandes étapes de la vie d'une femme. Et pour elle, le voile est vraiment le symbole de la mission de la femme, parce que la femme a une mission en fait un peu cachée. Ce qui est d'ailleurs parfois difficile à admettre pour certaines femmes, d'avoir cette espèce de rôle de l'ombre. Voilà, on est un peu... je dis on, mais certaines femmes ont parfois l'impression d'être toujours derrière, toujours dans l'ombre, toujours cachée. Voilà, c'est l'homme qui fait les grandes choses, et puis la femme, elle doit rester à la maison. Elle fait des choses pas très drôles, elle fait le ménage, elle s'occupe de ses enfants. Bon, c'est vrai que parfois ça peut paraître un peu, pour certaines femmes, ça peut leur paraître catholique ou pas catholique d'ailleurs, ça peut paraître parfois un peu difficile à vivre. Peut-être qu'elles auraient besoin de plus de reconnaissance ou d'être plus dans la lumière des projecteurs, j'en sais rien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que le rôle de la femme est un rôle plus caché qu'il a moins de valeur pour autant. On le voit dans le récit de la Genèse, l'homme et la femme ont tous les deux été créés par Dieu, mais la femme a été tirée de la côte de l'homme. Mais les deux ont la même dignité, sont tous les deux enfants de Dieu, aimés par Dieu de la même façon, etc. Pas de problème. C'est juste qu'ils sont différents. Ils ont des missions différentes, ils ont des sensibilités différentes, des attributs différents. Psychologiquement, ils ne fonctionnent pas exactement pareil. Physiquement, bien sûr, ils sont différents aussi. Et ils n'ont pas les mêmes missions, on va dire, les mêmes vocations. Et la femme, on peut dire que l'homme est en mission, et la femme, attention, je vais prononcer un gros mot, est en soumission. C'est un mot que les femmes n'aiment pas trop. Mais, et là, je le dis en soumission, sous-mission, sous la mission de l'homme, pour soutenir l'homme, pour l'encourager. Et on va dire la femme est là aussi pour donner les bonnes circonstances pour que l'homme puisse, entre guillemets, faire son travail. Donc la femme est là pour le soutenir. L'homme, il va réaliser l'humanité, et la femme, elle va plus donner les conditions, préserver, offrir les bonnes conditions pour qu'il puisse faire son travail, quoi. Et je pense qu'on a plein sur les épaules déjà. Donc je pense que nous, justement, on a l'impression que ça peut être un peu d'être caché, c'est un petit peu ingrat.
alors que finalement c'est un rôle très très important. Et si on pense à la Sainte Vierge par exemple, qui depuis son fiat de l'Annonciation très humble est restée, pourtant c'était quand même, elle est née sans le péché originel, c'était la mère de Dieu. Et bon, elle a quand même changé des couches, et puis elle tenait son foyer, et puis elle n'a pas eu, bien sûr, elle a eu un grand rôle, je sais pas, faut pas que je dise d'hérésie, mais je veux dire, si on regarde un peu ça d'un point de vue très humain, par exemple, si on regarde toute la vie cachée de notre Seigneur, a priori, jusqu'aux noces de Cana, elle a été une femme comme une autre, comme n'importe laquelle d'entre nous pourrait l'être, à devoir tenir son foyer, s'occuper de son enfant, s'occuper de son mari, tenir sa petite famille. Et bon, je pense pas qu'elle se soit plainte ou qu'elle ait râlé en disant j'en ai un peu marre d'être cachée, j'en ai un peu marre d'être dans cette maison, je vais aller travailler ailleurs. Donc bon, je pense qu'on peut aussi la prendre pour modèle. C'est la plus grande femme, et pourtant elle aussi, elle a su accepter avec humilité sa mission telle que donnée par notre Seigneur. Et justement, ce symbole du voile, il est intéressant parce qu'il montre à la fois l'anonymat. Donc le fait que les femmes sont souvent des coopératrices cachées qui doivent s'oublier. Une femme est capable de s'oublier pour le bien de son enfant. Elle se met en quatre et peu importe sa santé, tout passe après. C'est d'abord ses enfants, son mari, etc. Et elle n'en retire pas de gloire du tout. On peut penser aux ordres contemplatifs aussi. Alors souvent on se dit ils sont cachés, hommes ou femmes, ils sont cachés dans leur couvent, ils servent pas forcément à grand-chose. De l'extérieur, on n'a pas l'impression que ça soit très important, alors que finalement, ils ont un rôle crucial. Ils prient pour le salut du monde, ils prient pour nous. Ils sont là, ils apportent leur contribution d'une certaine façon au monde, et c'est de façon anonyme et cachée. Et donc ça, c'est pour le côté anonymat. Le voile, évidemment, peut faire penser à l'humilité, le fait de savoir rester à sa place. Ça, c'est dans le monde actuel, c'est pas très facile non plus. On pousse les femmes, justement, à sortir de leur rôle et à ne pas rester à leur place, et c'est pour ça qu'elles courent à leur perte, parce que elles n'ont peut-être pas, on les pique peut-être dans leur orgueil, et elles se sentent humiliées finalement quand elles sont à leur place. Alors qu'il faut savoir justement avec humilité accepter son rôle, accepter de disparaître en quelque sorte pour transmettre, savoir un peu se cacher du monde pour se révéler à Dieu. Et ça, je crois que je voulais en parler un petit peu plus tard, mais justement, le monde actuel essaye d'extérioriser la femme, notamment un petit indice très petit, mais qui a son importance, le fait que les femmes ne soient plus obligées de prendre le nom de leur mari quand elles se marient. Donc elles peuvent prendre le nom de leur mari, elles peuvent aussi ajouter le nom de famille de leur mari au leur, ou alors juste garder leur nom de jeune fille toute leur vie, même si elles sont mariées. Et ça, c'est une petite chose, mais justement, c'est ça. On veut pas que la femme, on veut que la femme s'affirme, on veut pas qu'elle puisse être oubliée comme ça et perdre même jusqu'à son nom de famille pour prendre celui de son mari. Ce serait vraiment impensable, finalement, à l'heure actuelle, de laisser une femme faire ça. Et je reviens juste un tout petit peu en arrière pour le dernier symbole du voile. Donc après l'anonymat et l'humilité, c'est évidemment symbole de modestie. On peut penser à la pudeur, le fait de cacher la nudité, de voiler ce qui doit être voilé. Il y a un côté, on peut penser à la tempérance aussi. Et jusqu'à une certaine époque, jusqu'aux années 50-60, je pense, les femmes ne sortaient jamais dehors sans avoir quelque chose sur la tête. Et gardaient même, quand elles étaient invitées, par exemple, chez d'autres personnes, gardaient même le chapeau à l'intérieur. Ça avait tout un symbole aussi. Et justement, quand on a travaillé sur la conférence sur la femme éternelle, on avait pris pour l'affiche de la conférence une affiche d'un film qui s'appelle Adaline. Et en fait, c'est une femme qui a un choc durant un accident et qui se retrouve coincée. En fait, elle ne vieillit plus. Et donc, elle traverse les époques. Et ce film, elle traverse les époques, mais en gardant le même âge. Elle doit avoir une trentaine d'années. Et ce film est très intéressant parce qu'on la voit au début, c'est peut-être les années 20, je pense, au début du film. Et dans le film, évidemment, il y a des effets visuels aussi, mais on voit aussi à travers ses vêtements toute l'évolution quand elle passe les époques. Donc au début des années 20, c'est des jupes très longues, elle a son chapeau, ses gants, etc. Et au fur et à mesure des années, après c'est plus qu'un petit foulard, ça commence à raccourcir, après il y a les pantalons qui viennent, etc. Et à la fin, elle a plus rien sur la tête. Et justement, l'affiche du film, on voyait un peu le visage de cette Adaline aux différentes époques du film. Et on voyait qu'au fur et à mesure, au début, elle avait son voile et qu'après, elle n'avait plus rien sur la tête.
Donc on voit que la modestie aussi s'est un peu perdue au fur et à mesure. Et donc ce voile cache, on va dire, c'est le paradoxe. Un voile, on a l'impression que ça cache, mais finalement, ça va révéler la dignité de la femme. C'est un peu, on va dire, la véritable beauté de la femme, c'est de se donner, et se donner en sachant s'effacer. Donc cet effacement, comme je le disais, que le monde moderne ne supporte pas, et justement, le monde moderne essaye d'extérioriser la femme, de la rendre superficielle, pour qu'elle oublie finalement sa vocation première et ce pourquoi elle est vraiment faite finalement. Donc voilà tout ce que je voulais un peu vous dire dans cette première partie par rapport à la modestie, à la décence, mais aussi à la beauté, à l'élégance, et voilà, qu'on voit bien l'importance de tout ça. Donc là, je ne l'ai pas redit, mais le voile, évidemment, c'est à la fois un symbole, c'est le voile pour parler de modestie, mais ça peut évidemment aussi être le voile concret, notamment à la messe. Et donc tout ça pour que vous voyez déjà que tout ce qu'on fait a des explications bien et des symboles, c'est des symboles qui sont assez forts, qui doivent nous faire comprendre. Et moi, c'est vraiment en travaillant, et justement, une des jeunes filles qui était catholique, mais pas tradie, avec qui on avait fait la conférence sur la femme éternelle, elle avait dit, c'est en lisant et travaillant sur ce livre qu'elle avait compris pourquoi on mettait un voile à la messe, et ça lui donnait même envie de le faire, alors qu'elle n'allait pas du tout à des messes tradies, mais elle était prête à le faire. Elle était même prête à porter le voile dans la rue, enfin de porter un petit chapeau, ou voilà, parce qu'elle avait vraiment compris l'importance et le symbole de toutes ces choses en fait. Et alors maintenant qu'on a vu un peu plus, on va dire, le pourquoi, je regarde si ça va, je suis à peu près dans les temps. Maintenant qu'on a vu le pourquoi, là j'aimerais bien plus vous parler du comment, on va dire du concret, comment faire pour être à la fois belle et décente en même temps, parce que c'est possible. Et quand on sait vraiment comment s'y prendre, après c'est des choses qui deviennent là je parle vraiment de concrètement comment s'habiller. Une fois qu'on sait comment faire, c'est vraiment beaucoup plus facile de s'y mettre, beaucoup plus facile de le faire. C'est presque comme un jeu en fait, c'est mathématique, et quand on applique les règles en fait, après on se sent bien dans ses vêtements, on sait comment les choisir, on sait ce qui va nous mettre en valeur ou non, et on a les règles aussi de décence et de modestie en tête. Et après c'est vrai que c'est assez facile d'appliquer. Moi, j'ai eu un déclic un peu en deux parties. D'abord, justement, un déclic plus sur le fond et un autre plus sur la forme. Et d'abord, c'était sur le fond. C'était que, donc évidemment, vous ne me connaissez pas, mais bon, avant, je portais des pantalons. Malheureusement, je portais des choses moulantes. Voilà, je connaissais pas du tout toutes ces règles de modestie. Mais ceci dit, j'avais des parents, et ça j'insiste parce que je pense que c'est vraiment important si vous êtes déjà parent ou si vous allez peut-être l'être un jour. J'avais des parents, maman portait aussi des pantalons, maintenant elle n'en porte plus, mais elle en portait, et pourtant elle a toujours beaucoup insisté finalement sur la décence. C'est vraiment d'elle que j'ai entendu ce mot en premier. Et même si j'étais pas du tout parfaite et que je respectais pas toutes les règles de modestie, il y avait quand même des choses sur lesquelles il y a des limites que j'ai jamais dépassées, justement grâce à ma maman et à mon papa, qui m'ont quand même donné qui donnaient en fait des limites très claires. Donc par exemple le dimanche, on devait s'endimancher, on devait vraiment faire attention à la façon dont on allait à l'église. En semaine, pas de problème pour porter des pantalons, mais le dimanche il fallait être en jupe, il fallait faire attention à la façon dont on s'habillait. Et jamais mes parents ne m'auraient laissé sortir en mini-jupe ou avec des grands décolletés, etc. Parce que voilà, il y avait quand même il y a des règles, on va dire, de base qui sont faciles à suivre. Et je sais que j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir cette éducation-là, mais c'est vrai que ça m'a aidée. Mais à part ces limites-là, c'est vrai que, quand je regarde des anciennes photos, j'ai un petit peu honte. Mais bon, voilà, chacun, justement, fait son parcours et petit à petit, on comprend certaines choses et on progresse. Et le déclic s'est fait quand j'ai changé de paroisse il y a 5 ou 6 ans, et que là, je suis arrivée dans une paroisse où, enfin, on parlait de modestie, de longueur de jupe, de voile à la messe, etc. Des choses qu'avant, on n'abordait pas du tout, que j'avais jamais entendues, ou c'est la frate qui parle de ça, et c'est complètement exagéré, puis on s'en fiche un peu, on suit ça de loin, on trouve ça un peu bizarre ou coincé.
Mais par contre, quand j'ai changé de paroisse, voilà, j'ai entendu toutes ces choses, je les ai vues de plus près. Ça m'a un petit peu travaillé. Et donc, j'ai décidé de suivre, voilà, de ne plus porter de pantalon, un peu du jour au lendemain, de ne plus porter de pantalon, de faire attention à la longueur de mes jupes, etc., à la forme de mes vêtements. Et je ne comprenais pas forcément tout. Donc, c'est un peu au fur et à mesure, justement, de mes recherches, etc., que j'ai compris certaines choses. Et après, d'un point de vue plus naturel, on va dire, j'ai eu un déclic plus sur la forme, où là, j'ai pu participer par hasard un petit peu à un atelier dans un magasin qui proposait du relooking, des ateliers sur les couleurs, etc. Et j'ai pu parler à une conseillère en images qui, alors comme j'aimais beaucoup les émissions de Christina Cordula sur le relooking, qui m'a dit, je voulais savoir quelle était ma morphologie, etc. Puis elle m'a dit, ah, bah vous êtes comme ci, comme ça, tout vous va. J'ai écouté, moi quand je suis devant ma glace le matin, j'ai pas l'impression que tout ce que je mets m'aille bien. Et en fait, elle m'a expliqué qu'est-ce qui me mettait en valeur, qu'est-ce qui ne m'allait pas, pourquoi, comment, etc. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris en fait tout simplement comment j'étais faite, ce qui allait m'aller ou pas. Et après, tout est devenu vraiment très facile. Donc entre ce déclic-là et le déclic plus par rapport au fond, on va dire, au fond des choses et aux explications, ça m'a fait vraiment 2 étapes qui m'ont vraiment aidé après à pratiquer la modestie, mais de façon vraiment positive. Enfin, je le vis vraiment très très bien. Je me sens ni coincée, ni quoi que ce soit. Et je pense que ça aide vraiment d'avoir ces deux côtés, un peu la forme et le fond. Et surtout de faire un peu, c'est aussi le message que je veux faire passer, mais un peu, voilà, chacun à son rythme, c'est petit à petit, tout en sachant aussi parfois se faire un peu violence, parce que parfois on peut un peu se laisser aller ou se dire oui, bon, bah, quand je comprendrai, je le fais. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas tout compris du tout, mais je me suis dit, à mon avis, ces personnes-là, elles ont raison, donc j'ai foncé, je l'ai fait, j'ai appliqué. C'était pas forcément facile parce que j'avais pas tout compris, voilà. Et après, j'ai creusé, après, au fur et à mesure, j'ai développé les sujets, etc. Mais voilà, faut aussi oser se lancer, on va dire. Et surtout, oser être dans le monde sans être du monde. Parce que de toute façon, on est dans ce monde-là, on n'a pas trop le choix. C'est un petit peu difficile parfois, parce que le monde dans lequel on vit, on va dire, est un peu compliqué et complètement déchristianisé. Et donc, parfois, on se sent un petit peu comme le vilain petit canard, ou en tout cas, on se sent vraiment très différent. Mais on peut être dans le monde sans être du monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon blog « Femme à part », pour 2 côtés, à la fois femme à part qui est à part du monde, qui ne pactise pas avec le monde, on va dire, avec le monde dans ce qu'il a de mauvais, évidemment, et femme à part dans le sens femme à part entière, donc avec sa vocation de femme, avec son âme de femme, et pas comme le monde actuel qui essaye de nous dire que la femme est un autre homme, que femme et homme peuvent se confondre et s'interchanger sans problème. Donc c'était vraiment pour ces 2 aspects-là qui m'ont semblé très importants. Et ce qui est important aussi à mes yeux, c'est c'est toujours cette question d'équilibre. C'est inutile de se ridiculiser. Pas besoin d'aller s'habiller dans des brocantes, pas la peine de se déguiser, d'aller chercher des habits de 1900 ou de 1800. On peut très bien s'habiller dans des magasins modernes, lambda, trouver des jolies choses qui sont à la mode et qui en même temps sont jolies, sont décentes, sont mignonnes et nous vont bien. Mais évidemment, il y a quand même quelques règles à respecter. Je ne pense pas que j'ai besoin de beaucoup m'attarder, mais je vais quand même les rappeler. Parce que souvent on me dit par exemple, bah oui, mais autrefois la limite c'était les chevilles. Donc voilà, si on montrait sa cheville, c'était tout un scandale, etc. Donc maintenant on dit que c'est le genou, mais bon, ça se trouve la frate dans pas longtemps va dire que qu'on a le droit de remonter ses jupes, j'en sais rien. Donc, et quand les gens me disent ça, je me dis, alors effectivement, c'est vrai qu'on peut se dire, bah avant c'était là, maintenant ça choque quand c'est là, avant le pantalon choquait, maintenant ça choque plus grand monde. Comment faire pour un peu trouver le juste milieu? Et en fait, tout simplement, c'est qu'il y a des règles de pudeur et on va dire, de décence qui sont vraiment, là c'est même pas une question de modestie, c'est une question de décence, ça c'est sûr, qui ne changeront jamais. Et pourquoi le genou, par exemple, ça ne changera jamais, quoi qu'en disent les gens, et quelle que soit, on va dire, la tournure que prend le monde, parce que je ne sais pas, peut-être que dans le monde actuel, à la vitesse où vont les choses, peut-être qu'un jour, tout le monde sortira dénudé complètement, et ça ne posera pas de problème, et puis voilà, enfin, on ne sait jamais ce qui peut arriver, je ne le souhaite pas, mais bon.
Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, nous, on se dira « Ah bon, ils sont complètement dénudés, bon alors nous, ça va, on va remonter notre limite de notre côté ». Non, parce qu'il y a des choses qui ne changent pas, comme je le disais. Et le genou, par exemple, c'est tout simplement que ça délimite une zone qui est beaucoup plus intime et qui sont les cuisses. Donc ça, c'est sûr, ça ne changera jamais. Les épaules couvertes, c'est pareil. Tout ce qui est épaules, décolleté, évidemment, n'en parlons pas. Et décolleté, que ce soit devant ou derrière. C'est des zones qui, de toute façon, sont intimes, qui doivent rester pour l'intimité et qui, de toute façon, ne doivent et ne devront jamais être montrées à qui que ce soit, même si le monde, je sais pas, même si ça s'aggrave et que tout le monde sort dénudé, comme je le disais. C'est vraiment des choses qui ne changeront pas. C'est vraiment, on va dire, du bon sens. C'est aussi des zones qui portent à la sensualité. Alors là, je pense surtout à nous les femmes. On est beaucoup plus portées... on est beaucoup plus, justement, naturellement, on va dire, dans la séduction, dans la sensualité. Alors, il y en a peut-être qui vont dire, pas du tout, moi, je ne suis pas du tout dans la séduction, etc. Mais en fait, notre nature nous y porte, finalement, dans une certaine mesure, d'une certaine façon. Et même sans qu'on soit provocante ni quoi que ce soit, mais on a besoin de séduire l'autre, de plaire aux autres. Le regard de l'autre est important pour nous. Et ça, il faut vraiment qu'on l'ait en tête, parce que je pense que parfois, les femmes, on n'en a pas conscience, parce qu'évidemment, on ne se comporte pas non plus d'une façon mauvaise. Je vais dire, on n'est pas des séductrices vulgaires ou quoi que ce soit. Parfois, c'est des choses, je pense, qui sont même inconscientes. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'on ait des limites qui sont claires, parce qu'on a aussi tendance, en tant que femme, je trouve, à toujours vouloir dépasser les limites, toujours vouloir grignoter. Ah, la limite... c'est le coude, bon, oui, je vais prendre un petit peu au-dessus. Oh, le genou, je vais prendre, aller juste au-dessus du genou. Puis après, ça raccourcit, ça raccourcit, ça raccourcit. Puis on se retrouve dans des paroisses comme la mienne, que je nommerai pas, mais qui n'est pas dans l'Est, et où on trouve vraiment, en fait, il y a vraiment un tiers de la paroisse qui est vraiment très, 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 très mal habillé. Enfin, vraiment mini-jupe. C'est pas... tiens, il y a quelques centimètres au-dessus du genou, bon, ça pinaille. Non, c'est vraiment des choses complètement indécentes. Et là, il n'y a pas de tergiversation possible, on va dire. Et pourtant, c'est une paroisse traditionnelle, catholique. Et donc, c'est là qu'on se dit... Et c'est pour ça aussi, moi, que ça m'a motivée pour ce blog, parce que je voulais montrer que... Parce qu'entre celles qui sont en mini-jupe et celles qui s'habillent vraiment comme des sacs à patates, je me dis, bon, il y a quand même sûrement un juste milieu pour pratiquer la modestie en restant belle et élégante, tout en respectant... des règles qui sont quand même évidentes. Et donc c'est ça que j'essaye un peu de faire passer aussi comme message. Et donc, comme je disais, on a besoin notre nature, elle est blessée par le péché originel, ça c'est hommes et femmes. Et donc il faut canaliser un petit peu, on va dire, canaliser notre nature, canaliser un peu, pas nos pulsions, mais en tant que femme, voilà un petit peu nos réflexes ou nos envies toujours de plaire, etc. Il faut savoir un petit peu canaliser tout ça et se dire, bon, je sais que je peux être toujours tentée de raccourcir, de séduire, de je sais pas quoi. Je vais avoir des règles claires, précises, je vais les respecter. Et en fait, ça nous aide un peu à rentrer dans un cadre et pas toujours essayer de gratter, de dépasser les règles ou de faire autrement. C'est ça aussi qu'il faut qu'on se dise en tant que femme, c'est que c'est vraiment pour notre bien, en fait, qu'il y a aussi toutes ces limites, on va dire. Et une question qu'on me pose assez souvent, c'est de savoir, est-ce qu'on peut être à la mode ? Alors, sachant que c'est Fatima, je crois que la Sainte Vierge a dit des modes vont arriver, vont beaucoup offenser notre Seigneur. J'aurais dû vous reprendre des photos. Parfois, je vois des photos de défilés de mode. Déjà, c'est même pas qu'elles sont pas décentes, c'est qu'elles sont esthétiquement, c'est vraiment complètement... je sais pas, des espèces de cartons. On voit des hommes qui portent des cartons et disons c'est un manteau. Enfin, vraiment, il y a des trucs pour les femmes aussi. Il y a des trucs vraiment, même d'un point de vue esthétique, qui n'ont ni queue ni tête. Donc on me demande, est-ce qu'on peut être à la mode tout en restant modeste, tout en étant catholique, etc. Et je pense que oui, et c'est comme toujours, c'est cette question d'équilibre et de juste milieu. En gros, on est un peu tiraillé entre le monde actuel qui veut qu'on s'habille comme des femmes de mauvaise vie, on va dire, poliment, et d'un autre côté, parfois certains catholiques ou d'autres personnes qui nous poussent à nous habiller ou comme des grands-mères ou comme des religieuses. Enfin, vraiment, il n'y a pas cette espèce de juste milieu, de mode, on va dire, jolie. Et c'est je crois, une ancienne présentatrice météo des États-Unis qui s'est convertie et qui est tradie d'ailleurs aux États-Unis, et qui disait que les robes d'une femme doivent être suffisamment cintrées pour qu'on voit que c'est des femmes et suffisamment lâches pour qu'on voit que c'est des dames.
Donc pour montrer que justement une femme n'a pas besoin de s'habiller comme un sac à patates ou de se mettre dans un grand drap pour être décente. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop serré parce que justement c'est une dame respectable et elle ne doit pas tout dévoiler de sa morphologie. Et donc voilà, ce juste milieu toujours entre cintré mais pas moulant par exemple. Et on peut vraiment être modeste sans être coincé, on peut être jolie sans être vulgaire. Et c'est Saint François de Sales qui parlait beaucoup, alors je crois que c'est dans l'introduction à la vie dévote, qui parlait beaucoup de cet équilibre justement, en disant que c'était un devoir aussi en tant que chrétien, c'était un devoir de prendre soin de soi. Alors évidemment dans une juste mesure, il n'était pas en train de prêcher le culte du corps ou l'orgueil ni quoi que ce soit, mais il avait justement ce souci de dire on ne peut pas se négliger pour autant, il faut avoir une certaine hygiène, une certaine élégance. Alors je ne sais pas s'il employait ce mot-là, mais c'était un peu le sens de ces mots quand il parlait à Philothée. C'est ça qui est intéressant aussi. Et donc on peut vraiment s'habiller avec des habits de notre époque. Moi je m'habille dans des choses que je trouve dans les magasins. Ce n'est pas des choses que je trouve dans des brocantes ni quoi que ce soit. Et en même temps on n'est pas obligé de renoncer à nos valeurs, à nos vertus et tout le respect et tout ce dont je parlais tout à l'heure qu'on veut faire passer aussi, qu'on fait passer par nos vêtements. Et la mode est importante aussi parce que, mine de rien, c'est un vecteur de lien social. L'homme est un animal social. Il a besoin aussi de sentir qu'il appartient à un groupe, qu'il est dans un groupe. Et donc, c'est vrai que ça aide un peu d'être à la mode et de sentir qu'on n'est pas... on est déjà différent du monde, je pense, sur beaucoup, beaucoup d'autres sujets. On est toujours en train de ramer à contresens. Et je pense que là, il est possible de trouver des choses dans les magasins, tout en respectant nos valeurs. Mais voilà, on n'est pas obligé de partir dans des grands extrêmes, on va dire, tout en gardant en tête ce que la Sainte Vierge disait à Fatima et de ne pas oublier que voilà, il y a quand même des dangers potentiels qui sont un peu partout. Je regarde quand même l'heure pour pas vous endormir et vous garder trop longtemps. Alors là, je vais passer à une partie qui, je pense, va vraiment plus intéresser les femmes. Ça, c'est quasiment sûr. On va parler de morphologie pour vous aider justement un petit peu à comprendre comment être élégante et décente et comprendre comment vous êtes faite en fait et qu'est-ce qui peut vous aller, moins vous aller, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi quand vous regardez dans la glace vous trouvez que c'est laid ou que ça vous grossit ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a 6 types de silhouettes et je pense que c'est les mêmes pour les hommes d'ailleurs. Donc c'est celle que vous voyez là, A, 8, H, X, O et V. Et en fait ça représente, on regarde en fait l'alignement entre les épaules et les hanches. Et le but en fait ça va être de rééquilibrer, sauf si la silhouette est déjà équilibrée, mais sinon de rééquilibrer et de féminiser la silhouette. Donc par exemple, les femmes qui sont en V, donc il y a une silhouette un petit peu plus masculine parce que ça veut dire que les épaules en fait sont plus larges que les hanches, donc souvent voilà des épaules assez larges et assez musclées, ça peut paraître plus masculin. Donc le but, ça va être de rééquilibrer la silhouette pour apporter plus de volume en bas et qu'ainsi la silhouette soit plus équilibrée, qu'on ait l'impression en tout cas que les épaules et les hanches sont plus alignées, et ainsi que ça donne quelque chose de plus harmonieux, qu'on ait l'air moins mastoc par exemple, ou alors une silhouette en A où c'est les hanches qui sont plus larges que les épaules. Donc souvent ces filles-là se disent j'ai des hanches hyper larges, et en fait les hanches c'est pas forcément qu'elles sont très larges, mais c'est qu'elles sont plus fines que les épaules, donc ça donne l'impression d'être très large. Et donc le but, ça va être par exemple, alors là vous le voyez sur la photo tout en bas à gauche avec la jupe rouge et la marinière, justement ça va être par exemple de mettre des rayures horizontales c'est vraiment un effet d'optique. En fait, on joue avec les effets d'optique. Ça va donner l'impression d'être plus large en haut et ça va un peu rééquilibrer les volumes. Et en bas, voilà, une jupe fluide et qui ne moule pas et qui n'ajoute pas de volume sur les hanches pour vraiment bien rééquilibrer. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'harmoniser, de féminiser et de jouer avec les effets d'optique, les accessoires, les lignes, les volumes, etc., les volants, par exemple, les petits hauts, quand on est un A, par exemple, les petits hauts avec des épaulettes ou des choses comme ça, voilà, ça donne un peu plus de volume en haut et ça rééquilibre. Donc là, je vous ai mis un peu des exemples pour chaque silhouette, mais par exemple, tout à droite en V, c'est un haut noir et le noir, j'ai oublié mon petit truc des couleurs, le noir va plus absorber en fait la lumière, donc donne un effet
donne un peu l'effet d'être plus mince, contrairement au blanc qui va renvoyer la lumière, donc qui donne plus de volume. Donc si par exemple on a déjà l'impression d'être un peu plus, d'avoir plus de forme en haut par exemple, ou si on se trouve un petit peu grosse, on va éviter de prendre un haut blanc qui va nous faire paraître peut-être encore plus volumineuse. Donc là en noir comme ça absorbe la couleur, et la jupe avec des carreaux et la jupe cloche, enfin qui a du volume en bas. Comme ça, voilà, on met du volume en bas et on rétrécit un peu le volume en haut, et ça donne une silhouette plus équilibrée. Donc ça aide aussi à être élégante, tout simplement parce que c'est des choses qui vont à notre silhouette. Aussi, on se sentira mieux dans notre peau, plus confiante en nous, et ça aussi, ça aide à être élégante. Et quand on parle d'élégance, on se dit toujours, oui, enfin moi, je reste à la maison, j'ai pas forcément besoin d'être élégante, etc. Élégante, ça veut pas dire chic ou classe. Élégante, c'est juste être, on va dire, être belle et dégager un certain... oui, qu'on voit que la personne, elle a du goût, que c'est harmonieux, qu'il y a une certaine beauté, etc. Et parfois, c'est des toutes petites choses, c'est des faux pas à éviter. Alors ça, j'en parle beaucoup dans mes articles ou dans mes petits livrets. Par exemple, quand on achète des chaussures, enlever l'étiquette qui est sous la chaussure. Quand on achète un manteau, les manteaux qui ont une... le mien n'en a pas. Les manteaux qui sont un petit peu ouverts derrière, quand on les achète, il y a un petit fil qui referme. Bon, ça, c'est un petit fil qui, a priori, il faut l'enlever, ou faut faire attention à ce genre de détails, ou quand on a une étiquette qui se voit sous les vêtements ou qui dépasse quelque part. Ça vaut aussi pour les vestes des hommes. Voilà. C'est comme ça quelque chose qui... Des hommes dans la rue avec les deux petites ouvertures sur les côtés. Voilà, ça faut faire, oui. Ça... mais moi, parfois, quand... Oui, c'est ça. Même les étiquettes qui dépassent ou sous les chaussures, ça, c'est vrai que c'est pour tout le monde. Le fait d'avoir ses chaussures cirées, ça, c'est un truc tout bête, mais c'est pour les hommes aussi. C'est vraiment des choses un peu basiques, mais avoir l'air propre sur soi, c'est déjà très important. Le fait, qu'est-ce que j'avais noté ? Pour les femmes, avoir des collants troués, par exemple, ou mettre beaucoup trop d'accessoires, etc. Ça, c'est les bijoux, les sacs à main, etc. C'est bien, mais si on en a vraiment, mais beaucoup trop ou trop volumineux, on ressemble vraiment à un sapin de Noël, et voilà, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Donc, par où commencer quand on ne sait pas quoi faire, où on en est ? Déjà, c'est déterminer sa silhouette, comme ça, on saura ce qui va pas. Je ne vous ai pas parlé de couleurs, mais je vous le présenterai après, je l'ai oublié là-bas. On a aussi des couleurs qui sont distinguées en 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Et donc 2 saisons froides qui sont l'été et l'hiver, et 2 saisons chaudes qui sont le printemps et l'automne. Donc les saisons chaudes, c'est plutôt dans les tons dorés et chaleureux, évidemment, et été-hiver, c'est plutôt argenté. Je dis aussi doré et argenté parce que même si on ne porte pas de vêtements, enfin rarement des vêtements dorés et argentés, c'est plus pour les bijoux. Donc par exemple, moi je suis automne, donc je porte toujours des bijoux. Alors c'est pas de l'or 18 carats ou je ne sais quoi, mais bon, couleur dorée en tout cas, pas argentée. Et là, voilà, je suis marron, etc. C'est les tons plutôt de l'automne. Et j'en parle des couleurs parce qu'au-delà du fait, déjà, comme je l'ai dit, pour le noir et le blanc, ça a quand même un impact sur notre silhouette. Ça a aussi un impact sur la façon dont ça rayonne sur notre visage. Donc, en fonction de la saison à laquelle on appartient, les couleurs vont vraiment nous révéler, nous donner un beau teint lumineux, etc. Donc, c'est important aussi, si on arrive à déterminer la saison qui nous met en valeur, c'est important aussi de le savoir. Et ça, je sais que ça vaut aussi... pour les hommes. Alors après, ils s'en fichent peut-être un peu, j'en sais rien, mais ça vaut pour tout le monde. Et donc, donc déjà déterminez votre silhouette, déterminez la couleur qui vous va, et ne pas rentrer chez vous et tout mettre à la poubelle. Ça, c'est pas le bon, voilà. La bonne démarche. Déjà, il faut regarder ce qu'on a chez soi, tout simplement, et qui nous va et qui nous va bien. Il y a des choses qu'on peut arranger, on peut très bien garder les mêmes vêtements, et juste, moi il y a beaucoup de vêtements que j'ai gardés quand j'ai su quelle était ma silhouette. Parfois il suffit d'ajouter une ceinture, il suffit de mettre son pull dans sa jupe au lieu de le mettre par-dessus. Il suffit vraiment parfois de petites choses, ou d'ajouter un accessoire pour changer complètement. Par exemple, si on n'a pas des habits qui sont avec notre saison, en fait, ce qui est important, c'est ce qui est près du visage. Donc, si vous mettez juste une écharpe, par exemple, ou un petit foulard qui est de la bonne couleur, ça vous donnera quand même
un bon teint et un joli teint sans avoir besoin d'en faire des tonnes non plus. Et il y a aussi des vide dressing. Notamment, moi, je sais que mes anciens habits, je les mets sur un vide dressing en ligne. Il y a des choses pas chères. On peut vraiment trouver plein de moyens une fois qu'on a fait le tri et pour pas les suriner dans les magasins. Voilà, il y a des trocs, il y a des sur le Bon Coin, il y a aussi des choses pas chères. Donc voilà, faut guetter, être attentif, on va dire. Aussi sur le blog, je donne souvent des petites quand j'ai des bons plans ou quand je vois dans les magasins des choses pas chères aussi, je les partage avec toutes les lectrices pour que tout le monde puisse en profiter. Parfois, il suffit d'accessoiriser tout simplement ou de rallonger une jupe, le nombre de jupes, ou j'ajoute juste un ruban pour qu'elle soit à la bonne longueur, parce que parfois on trouve des très jolies choses dans les magasins qui ne sont pas assez longues. Parfois, je les achète quand même en me disant, hop, j'ajoute un petit ruban en bas, c'est de la bonne longueur. On peut aussi rajouter des petites dentelles ou des petites choses sur les manches pour que ça soit tout à fait décent, ou arranger les décolletés aussi. Donc ça, c'est des choses tout à fait faisables. Je voulais aussi vous parler du côté beauté qui était important, justement pour retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Saint François de Sales disait aussi, vraiment par rapport au fait d'être propre sur soi. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment être élégante ou comment faire pour bien présenter, etc. C'est pas qu'une question de vêtements ni d'attitude, comme on avait dit, mais c'est aussi une question tout simplement d'hygiène, donc sentir bon, avoir les dents propres, avoir les ongles propres, être coiffée aussi. Alors ça ne veut pas dire que je vais passer 4 heures devant la glace à me faire un chignon comme Grace Kelly, mais juste se brosser les cheveux et faire une queue de cheval, par exemple, ça peut être tout à fait suffisant. L'important, c'est vraiment de se soigner, en fait, de soigner jusque dans les détails. Je parlais aussi du fait d'avoir les chaussures cirées, par exemple, c'est une petite chose, ou des vêtements troués, des vêtements abîmés. C'est vrai que ce sont des choses c'est peut-être des petits détails, mais c'est aussi ça aussi qui empêche finalement d'avoir une silhouette vraiment élégante. Repasser ses habits aussi, si on peut. C'est des petites choses, mais voilà. Et comme je le disais, pas la peine. C'est pas parce qu'on va travailler dans un bureau qu'on doit le faire ou je ne sais quoi, parce que parfois on me dit aussi oui, mais toi tu t'habilles comme ça parce que tu travailles dans le marketing et puis tu vas dans un bureau et puis en plus tu es à Paris, alors forcément. Et pas du tout. Moi j'ai des gens dans mon bureau qui sont en jean basket, sauf que moi je trouve que c'est pas élégant, donc je le fais pas. Mais j'ai pas toujours des talons. Voilà, je suis pas du tout en talons aujourd'hui. J'ai pas forcément de talons, j'ai pas forcément des chemises ou des choses chics. J'ai vraiment le minimum en bijoux. Pareil pour le maquillage, c'est vraiment le strict minimum. Mais par contre, j'essaye de faire attention, d'avoir des choses qui vont à ma silhouette, des couleurs qui me vont aussi, d'être soignée. C'est surtout ça, de ne pas avoir des choses trouées, pas repassées ou je ne sais quoi. C'est vraiment des petits détails, mais si on fait déjà attention à toutes ces choses-là, ça donne une certaine élégance et ça n'empêche pas de respecter les règles de modestie. Donc voilà, j'encourage vraiment tout le monde à faire attention à ces choses-là. Et pour vous parler un petit peu, on va dire, du futur, de ce que moi je verrais un peu pour la suite. Comme je le disais, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre des États-Unis et je pense que en tout cas pour ce qui est des modes modestes, et je pense que ce dont il faut que les femmes prennent conscience, c'est que la modestie ne doit pas du tout être un frein, ni à la beauté, ni à l'élégance. Qu'il ne faut pas qu'on cache le fait qu'on soit catholique, ou le fait qu'on ait certaines valeurs, ou le fait qu'on ait vraiment envie d'être des vraies femmes qui sont bien dans leur peau, bien dans leur vocation, qui respectent bien leur vocation telle que Dieu lui-même l'a voulu, et qu'il faut vraiment s'assumer et un peu aller de l'avant. Se lancer, demander conseil, savoir aussi se donner des conseils mutuellement. Je sais que moi j'en ai souvent, soit dans la vraie vie, soit à travers mes lectrices. Parfois j'ai des remarques sur faites attention, telle photo, je crois que c'est un peu transparent ou c'est un peu comme ci, comme ça. Personne n'est parfait et moi vraiment la première. Donc c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur, d'avoir des conseils, d'avoir des gens qui font un peu des remarques, qui disent des choses. Alors, je ne sais pas si c'est typiquement féminin d'avoir beaucoup d'amour-propre, mais j'avoue que sur le moment, surtout ce sujet-là, c'est vraiment un sujet qui fâche à tous les coups. Donc souvent, on a, je ne sais pas pourquoi, un amour-propre très développé là-dessus, et quand on nous fait une remarque sur notre extérieur ou sur notre apparence, ou « tiens, ta jupe est un peu courte » ou je ne sais quoi, ça nous vexe souvent beaucoup. Mais je pense que c'est des remarques qu'on doit vraiment prendre en compte et qu'on doit se dire que c'est vraiment pour notre bien.
et que ça sera d'autant plus agréable pour nous si c'est nous qui mettons en pratique directement sans avoir besoin de remarques, si on comprend vraiment, si on se les approprie, si on le fait volontiers, si on se lance et si on fait des efforts pour le faire. Et je pense que ça sera d'autant plus agréable plutôt que de traîner les pieds, de se dire bon allez, je vais être modeste, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait non, la modestie, ça doit être un peu, comment dire, ça doit être inné, ça doit venir avec tout ce qu'on a, ça vient avec notre foi, la façon de s'habiller. Pour moi, c'est vraiment tout à fait normal et ça doit être naturel que tout ce qu'on fait dans notre vie, des choses un peu plus superficielles aux choses plus profondes, on doit tout faire en tant que chrétien finalement. Et la première chose justement, ça rejoint ça, c'est vraiment il faut être soi-même. Alors à la fois être soi-même en termes de vertu, de foi, etc. et être soi-même aussi en termes de style, en termes de personnalité. C'est pas justement tout le monde dit bon, avec les règles de la modestie, c'est sûr on va tous s'habiller pareil, on aura toutes les mêmes jupes, etc. Mais non, il y a vraiment plein de styles différents. Vous en verrez un peu après. Il y en a plein aussi qui sont imprimés. Et je publie tous les jours sur les réseaux des photos de plein d'inspirations différentes. Moi, il y a des choses qui me plaisent pas, par exemple, ou que je porterai jamais, mais qui esthétiquement sont belles, qui respectent les règles de modestie. Et voilà, il en faut pour tous les goûts. Il y en a qui ont des goûts très chics, il y en a c'est plus un peu rétro, il y en a c'est plus bohème, il y en a qui aiment les fleurs, il y en a qui détestent les imprimés. Enfin, voilà, chacun un peu son goût, mais ce qu'il faut, c'est vraiment être soi, se lancer. Et c'est Oscar Wilde qui disait « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Donc c'est vraiment exactement ça. Il ne faut pas essayer de copier ou d'être quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien. Et c'est André Gide qui disait « Il vaut mieux être détesté pour ce que vous êtes qu'être aimé pour ce que vous n'êtes pas ». Et ça, je pense aussi que ça peut faire réfléchir, de se dire voilà, il faut s'assumer jusqu'au bout. Et on a toute une beauté à révéler. Et ça, je ne sais plus si c'est dans le bouquin. Non, c'est dans Cœur de femme. Donc je crois qu'on l'a pas mis là. Cœur de femme, qui est un livre, c'est une protestante qui l'a écrit et qui parle justement beaucoup de la beauté que Dieu a mise en nous et qu'on doit vraiment qu'on doit respecter. Enfin, c'est vraiment un don de Dieu qu'on doit aussi faire fructifier. Et on est ses créatures et on ne peut pas se négliger. Voilà, il faut vraiment aussi faire attention à bien cultiver tout ça. Et justement, bon, alors après, vous n'êtes peut-être pas toutes concernées, mais vous pouvez aussi faire du bouche à oreille, ou comme disait Monsieur l'abbé, pour vos filles, vos nièces, etc., ou d'autres femmes que vous connaissez. Le but, c'est vraiment qu'il y ait comme une communauté un peu qui se crée autour pour pouvoir discuter de tous ces sujets, savoir s'influencer positivement. Je reçois énormément de témoignages, alors j'en publie certains sur le blog, j'essaie d'en publier un par semaine parce que je trouve ça intéressant. Tous les témoignages qu'on reçoit, que je reçois vraiment du monde entier, et où les filles disent un petit peu leur parcours. Alors elles me disent toi, c'est l'article que tu as écrit sur la méditation, ça m'a donné envie de reprier. Et puis du coup, elle s'est rapprochée de nouveau un peu de l'église. Et puis bon, du coup, elle fait aussi des petits pas par rapport à la modestie. Il y en a d'autres qui disent je commence un peu à enlever les pantalons de mes placards. Ou voilà, chacune donne un petit peu aussi son cheminement, explique comment elle raisonne, explique ce qui lui a fait tilt, etc. Et beaucoup de gens s'encouragent. Et ça, je trouve ça vraiment très très beau et très encourageant justement que tout le monde, on va dire, s'implique. Et voilà, c'est une bonne émulation et un bon soutien mutuel. Et voilà, vers un apostolat, je dirais un apostolat un peu joyeux, parce que je trouve que c'est un thème où soit tout le monde se crispe parce que c'est un peu délicat, soit tout le monde est très strict et très abrupt. Il faut faire ça, et puis ça a l'air très sombre, la modestie. Ça fait presque peur quand on parle de modestie vestimentaire, alors que pas du tout. Enfin, vous l'avez déjà vu sur pas mal de photos. Et je vais en remettre encore. C'est vraiment un sujet qui peut être vécu de façon très positive et épanouissante et équilibrée. Là, c'est que des personnalités connues. Donc, vous reconnaissez peut-être Kate Middleton au milieu. Il y a Nicole Kidman, il y a la reine d'Espagne, il y a la reine du Danemark, il y a l'actrice Audrey Tautou, qui sont toutes habillées de façon jolie et décente, dans des styles complètement différents, et qui pourtant sont des personnalités hyper connues. Et voilà, on peut aussi s'en inspirer, se laisser un peu porter par toutes ces personnes. Enfin, je trouve que ça, pour leur vie privée, elles sont peut-être pas des exemples,
Mais en tout cas, je pense que ça peut être encourageant de se dire, bon, bah, il y a même des gens comme ça qui s'habillent bien. Donc, si vraiment on avait besoin de ça pour être un peu convaincu ou motivé de se dire, bon, bah voilà, j'aurais pas l'air coincée, j'aurais pas l'air d'une religieuse ni quoi que ce soit. Voilà, si ça peut nous aider à nous lancer, je trouve que c'est toujours intéressant de voir tous ces exemples aussi. Et pour conclure, avant de vous demander si vous avez des questions, pour conclure rapidement, s'il y avait une chose à retenir, voilà, pour moi, c'est qu'on peut vraiment être une femme à part entière, chrétienne, sincèrement et profondément chrétienne, et en même temps être et quelle que soit notre vocation et notre rôle d'ailleurs, que ce soit religieuse, célibataire, mariée, etc., et être vraiment épanouie, être vraiment belle, tout en restant à notre place, tout en aimant notre rôle, sans se sentir ni oppressée, ni quoi que ce soit, et d'être vraiment... et de ne pas oublier que voilà, tout est une question d'équilibre et de bon sens, qu'on peut vraiment être épanouie et heureuse tout en gardant toutes nos valeurs et en étant fidèle à nos valeurs, et quoi qu'en dise le monde d'aujourd'hui d'ailleurs, et sans se laisser influencer par lui. Et c'est Gertrude von Lefort encore qui disait, un peu en plagiant entre guillemets Saint-Augustin, elle disait « Sois une vraie femme et fais ce que tu veux ». Et pour moi, c'est vraiment ça aussi, voilà, pour un peu conclure sur cette belle parole. Et j'avais aussi mis cette dernière citation, mais qui est anonyme, je ne sais pas qui l'a donnée. Pour être belle, arrête-toi 1 minute devant ta glace, 5 minutes devant ton âme et 15 minutes devant ton Dieu. Voilà, je trouve que ça remet aussi, ça hiérarchise bien l'importance des choses et de l'importance qu'on doit accorder à chaque domaine. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention.